nous sommes réunis pour une conférence avec Xavier Pasco, qui va nous parler donc de l'évolution de la politique spatiale américaine. On remercie l'Aéroport de France de nous permettre de pouvoir utiliser cette salle. La commission astronautique donc, et la commission de l'Aéroport de France qui organise cette conférence, avec aussi une autre association avec laquelle on est très liés, c'est AGP 21, que préside Olivier. On ne sait jamais, les présidents, ça change parfois. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure, autour du petit cocktail qui vous attendra pour pouvoir discuter après entre vous, poser des questions encore. Bonne soirée. Merci à vous. Xavier Pasco, avant de vous donner le micro, et je vais faire très bref, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Déjà, vous remercier de venir. On s'était fait la promesse, quand on vous avait invité pendant un confinement lors d'une conférence virtuelle, de vous inviter dans la vie réelle, et on est heureux de le faire aujourd'hui, donc bienvenue. Depuis un an, on a entrepris d'une certaine façon un tour du monde des politiques spatiales, en alternant des conférences sur des programmes précis, mais également sur les politiques spatiales à travers le monde. On a eu une conférence d'Isabelle Sourbès-Berger sur la Chine, de Monsieur Dordain sur l'Europe, et grâce à vous, on va aborder avec beaucoup d'intérêt donc les États-Unis, après que vous nous ayez parlé lors de votre précédente conférence du New Space. Alors, je vais vous présenter, mais vraiment très succinctement, parce qu'en plus j'ai dit que je devais être bref, mais tout de même rappeler que vous dirigez la Fondation pour la recherche stratégique depuis 2016, et vous coordonniez avant des travaux portant sur l'espace et la haute technologie et la sécurité. Comme je dois aller très vite, je vais surtout citer une de vos publications les plus récentes. Vous avez publié Le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space en 2017 aux éditions CNRS. Actuellement, vous travaillez notamment sur le projet Spaceway lié au Space Traffic Management. Bon, je vous en dirai un mot. Donc, raison de plus pour que je vous laisse le micro en vous remerciant et à vous le micro. Merci beaucoup Olivier, merci à l'Aéroclub de France de m'inviter. Très impressionnant de vous voir là. Voilà, pour vous parler de politique spatiale américaine. Alors pour ceux qui me connaissent, ils entendent peut-être des choses qu'ils ont déjà entendues. Parce que même si aux États-Unis ça évolue vite et beaucoup, ça quand même, c'est ce que j'essaye de mettre en évidence, il y a une ligne de conduite assez logique quand même. Et c'est ça qui est impressionnant quand on regarde ces politiques spatiales, c'est qu'il y a toujours sous-jacentes des colonnes vertébrales très fortes, et en fait l'enjeu c'est de trouver ces principes organisateurs finalement. Alors néanmoins, on le sait, on a dû vous en parler dans les autres conférences, l'espace s'est beaucoup transformé ces derniers temps, ces dernières 20 années on va dire, en particulier ces dernières années, avec une recomposition quand même du paysage, en particulier aux États-Unis, qui est assez frappante. C'est un espace en recomposition finalement. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est quand on regarde l'espace, alors notamment civil, aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a une partition qui s'est organisée au fil des dernières années, avec 3 éléments symboliques, si vous voulez, que j'ai mis là, mais j'aurais pu en figurer d'autres. Ici, ce que vous avez en haut, ici, c'est toute l'activité en orbite basse, en orbite terrestre, ce qu'on appelle les activités applicatives, les satellites d'application. Et on se rend compte là de l'irruption massive de nouveaux acteurs privés. Olivier a mentionné New Space, j'en parlerai évidemment. On s'était focalisé un peu là-dessus la dernière fois. Là, c'est frappant. Aujourd'hui, on a des projets, même parfois des choses qui sont en train de se bâtir, qui étaient complètement inattendues finalement il y a encore 10 ans. Avoir aujourd'hui 4000 satellites de télécommunications en orbite appartenant à la même entreprise, c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas. 4000, c'est à peu près le nombre de satellites qu'on a lancés entre les années 50 et les années 2000, quoi. Donc on est en train de changer d'ordre de grandeur. Donc tout ça, c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus la dynamique, et on va voir à quelle limite, mais est impulsée par ce secteur privé. Alors ensuite, on a une activité d'exploration, notamment une activité d'exploration habitée,
qui continue d'être en fait l'objet d'efforts gouvernementaux importants aux États-Unis, via la NASA, mais qui fait désormais intervenir, ça mord un petit peu ici finalement, qui fait intervenir le secteur privé et certaines des composantes de ces programmes. Alors là, vous avez par exemple l'atterrisseur lunaire ici, qui avec les projets d'atterrisseurs que la NASA a sélectionné pour, elle a sélectionné entre ces 3 projets pour finalement enlever un peu de charge à la NASA elle-même, qui se concentre sur d'autres aspects du programme. Et puis il y a des programmes qui restent très gouvernementaux, c'est ce qu'on appelle les programmes scientifiques notamment. Et le plus bel exemple, c'est le James Webb, par exemple, le James Webb Télescope, qui a été lancé avec grand succès et grande compétence par Ariane récemment. Et ça, c'est pas aujourd'hui du tout une activité que le secteur privé, évidemment, investit. Si vous voulez. Alors, je voulais vous dire ça parce que jusqu'à présent, on pourrait dire avant 2000 finalement, tout ça c'était gouvernemental et quasiment exclusivement gouvernemental. Alors vous aviez quelques sociétés qui s'essayaient pendant les années 90 à développer des satellites d'observation, mais c'était essentiellement motivé pour des raisons gouvernementales. Le flux d'argent qui circule dans l'espace, y compris aux États-Unis, c'est un flux d'argent qui est encore public, essentiellement, mais qui du coup crée un amorçage d'activité très fort. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, notamment parce que l'espace se rapproche de plus en plus du numérique, des technologies d'information, et c'est ce rapprochement presque physique qui motive aujourd'hui cet intérêt des investisseurs privés. Alors, il y a 3 domaines finalement quand on regarde le programme américain, l'activité spatiale américaine au sens large, 3 domaines qui sont très actifs, et ça c'est une sélection, mais c'est ce qui bouge le plus. L'exploration, je vous en ai parlé. Les constellations, donc tout ce qui est orbite basse en particulier, essentiellement l'orbite basse. Et puis la militarisation. Voilà. Et tout ça, finalement, c'est traversé par des grandes tendances. Alors il y a une grande tendance, selon moi, c'est on se projette dans une nouvelle façon d'occuper l'espace. On ne veut plus se contenter de faire des cercles, faire des cercles à des objets, voire à des êtres humains, et ensuite terminer la mission en réatterrissant. On veut désormais rester plus longtemps. On veut mailler un peu plus son espace. Donc on va utiliser de la propulsion électrique, on va avoir des nouvelles technologies qui vont permettre de donner des degrés de liberté supplémentaires. L'espace, ça reste un milieu hostile, un milieu difficile à maîtriser, mais ce qu'on a vu émerger récemment au fil des années récentes en matière de technologie permet d'entrevoir une nouvelle manière de se comporter dans l'espace, aussi bien pour ce qui concerne les satellites et les méga-constellations, que pour ce qui concerne les aspects logistiques qui vont avoir lieu avec les grands programmes d'exploration. Alors ça intéresse. Ça intéresse les gouvernements parce que ça leur permet de faire de nouvelles missions, et ça intéresse les industriels parce qu'ils s'y projettent avec des perspectives de business qui sont bien supérieures à celles qui existaient quand on lançait un satellite pour une mission précise. Et voilà, là on avait des relations assez simples finalement entre industriels et donneurs d'ordre publics. Ça intéresse les industriels au point que certains d'entre eux, comme Elon Musk, comme d'autres, ont leur propre projet désormais dans l'espace. Ils ont non seulement des capacités qui répondent à des besoins gouvernementaux, mais ils ont eux-mêmes envie d'utiliser ces capacités pour leur propre projet. Alors, on peut critiquer, etc. Mais c'est typiquement le projet de voyage sur Mars, par exemple, pour Elon Musk, qui conduit à développer un gros lanceur. Alors, tout ça va peut-être aller nulle part, mais ça conduit à investir dans des capacités nouvelles de son propre chef. Le gros lanceur qu'il fabrique, c'est pas une demande de la NASA. En fait, aujourd'hui, on peut se poser la question des gros lanceurs aux États-Unis. On a ce gros lanceur SLS dont on parle beaucoup parce qu'il a du mal à décoller. On a le gros lanceur Starship dont on parle beaucoup parce qu'on ne sait pas s'il est capable d'effectuer une mission quelconque. Et puis, il y a le gros lanceur dont on parle beaucoup, New Glenn, dont on ne sait pas s'il va exister un jour. Mais il y a quand même ces projets qui sont là en parallèle et qui existent et qui quand même prennent de la vitesse. Donc, à terme, on parle de quoi? On parle d'infrastructure dans l'espace, on parle de logistique dans l'espace de plus en plus. Et ça, les Américains, c'est des logisticiens nés. S'il y a une chose qu'ils savent faire, c'est la logistique. Ça leur parle. Et surtout, c'est du business. C'est du volume, c'est du tonnage en orbite, c'est de la manœuvre.
c'est de l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Alors ça, c'est vrai pour le Léo, avec les méga-constellations. Aujourd'hui, l'un des points essentiels pour toutes ces constellations qui vont contenir des milliers, voire des dizaines de milliers de satellites, c'est de savoir comment on va les gérer. Comment on va assurer leur fin de vie quand un satellite tombe en panne. Comment on va faire en sorte qu'on puisse éventuellement réparer les satellites, peut-être, on parle de servicing, de refueling, etc. Donc ça aussi, c'est des activités annexes qui sont importantes et qui justifient un accès à l'espace optimisé, industrialisé, d'où l'idée de réutilisation. Aujourd'hui, c'est frappant quand même. Il y a un ami qui me faisait remarquer, on est à la semaine numéro 40 aujourd'hui. Le Falcon 9 a été lancé 45 fois. La semaine 40. Ça devrait nous dire quelque chose. C'est assez surhumain en fait. Beaucoup de gens se disent, on ne sait pas comment il fait, même physiquement. On va sans doute avoir cette année, juste par SpaceX, un record de lancement, y compris étatique. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais lancé, une entité identique n'aura jamais lancé autant de fusées. On est sur un rythme supérieur à un rythme hebdomadaire de lancement. Ça, c'est très particulier avec des étages qui sont utilisés 15 fois. On se posait tous des questions sur le prix de ces étages, etc. Bon, il semble que aujourd'hui, ça paye. Et que ces étages sont vraiment économiquement et technologiquement viables. Ce qui n'était pas gagné. Et donc tout ça, ça veut dire du volume. Si on réutilise, c'est qu'on a des choses à lancer. Donc pour avoir des choses à lancer, il faut des grands programmes. Et notamment de la logistique qui soutient ces grands programmes. C'est l'état d'esprit dans lequel sont les Américains aujourd'hui. Ça explique partiellement ce retour sur la Lune, mais pas seulement, c'est pas la seule, ni la raison principale de la décision de revenir sur la Lune, mais c'est soutenu par ça. Il y a un entraînement, si vous voulez, très fort. Donc, des enjeux industriels derrière, et stratégiques, et notamment, à partir du moment où on habite l'espace et on s'y développe, on y développe ses activités, on a besoin de normaliser, de standardiser, de créer des règles communes. Évidemment, les industriels et les pays qui ont l'activité la plus importante sont ceux qui sont le mieux à même de définir ces normes, par le seul fait qu'ils se les appliqueront eux-mêmes d'abord, et ce seront les seuls à les appliquer, et il faudra que les autres se conforment à ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous avez une entreprise qui a 4000 satellites aujourd'hui, et qu'elle dit, pour ce qui concerne l'anticollision, j'ai mon processus à moi, quand vous arrivez avec votre constellation derrière, le processus est déjà en marche, il a ses règles, qui sont des règles tout à fait privées, qui sont totalement opaques. Aujourd'hui, SpaceX utilise des algorithmes à bord de ses satellites pour gérer sa constellation. Alors on va utiliser le grand mot avec de l'IA, mais bon, derrière l'IA, on a plein de choses. Mais pour un compétiteur privé, par exemple, se mettre entre les mains de son compétiteur direct, pour ce qui concerne l'anticollision, ça pose quand même une question. Quant aux États, dans la relation avec cet acteur privé, là encore, faire reposer l'intérêt général entre les mains d'un acteur qui a ses propres intérêts, ses propres objectifs, c'est pas intuitif. C'est un peu ce que la NASA a fait avec certains documents qui ont été signés avec SpaceX sur l'anticollision. Donc l'affaire des normes, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel que, vous le savez mieux que quiconque, je pense, dans cette assemblée, établir une norme, c'est aussi établir finalement un rapport de force en matière de compétitivité industrielle. Quand on parle de normes technologiques, on parle immédiatement de compétitivité industrielle. Donc il y a du politique derrière, très très vite. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se jouer, à vitesse, à marche forcée. Et puis, bien au-delà de ça, quand on habite l'espace, eh bien, on a des règles pour coexister, plus simplement, sans parler de normes. Et donc, on fait évoluer le droit international, en l'occurrence. On sait que le droit international dans l'espace, c'est un texte essentiel, c'est le traité de 67, qui est un traité sur les utilisations pacifiques de l'espace extraterrestre, très soft. Hein. Il n'interdit que très peu de choses. Il interdit de mettre des bombes nucléaires dans l'espace, essentiellement. Il interdit de s'approprier l'espace, un principe de non-appropriation. Mais autrement, alors il définit pas trop tout ça. Hein. Tout ça c'est défini de manière assez floue, et ça permet d'avoir beaucoup de liberté, finalement, dans l'interprétation. Et donc, on commence à parler de règlements intérieurs, j'allais dire, c'est bizarre pour l'espace, mais de règles, par exemple, pour la Lune, hein, ce sont les accords Artemis. On parle de safety zone, de zone de sûreté, comment on va coexister en établissant des zones dans lesquelles
chacun un petit peu aura la main, et bien sûr on ne se l'approprie pas, on permet aux autres de venir dans la zone, mais avec un protocole particulier pour prévenir, pour être sûr qu'il n'y a pas d'interférence, pour que les choses soient interopérables. C'est le début d'une territorialisation rampante. Il n'y a pas de frontières dans l'espace, il n'y a pas de territoire. Mais à partir du moment où vous habitez quelque part, vous créez spontanément un espace à vous. Et en créant un espace à vous, vous créez un territoire. Et vous créez, ipso facto, une première frontière, en fait. On n'en est pas là, mais on voit ça arriver. De la même façon, quand aujourd'hui les satellites jouent un rôle clé en tant qu'infrastructure critique, vous commencez à dire, ben moi je veux quand même protéger mon satellite. Je veux protéger mon satellite de toute approche intempestive, etc. Donc je vais commencer à imaginer de surveiller mes approches. Et puis ensuite je vais commencer à dire, ben voilà, qui veut l'entendre, si vous dépassez telle ligne rouge, je considérais que c'est un acte un peu hostile. Et donc je me réserve le droit de réagir. En faisant ça, vous créez une frontière, en fait. Alors aujourd'hui, le droit de l'espace ne permet pas de faire ça. Aujourd'hui, vous avez le droit d'approcher un satellite et plus près, il n'y a pas de sujet. Mais là, on voit bien qu'en ce moment, la dynamique change. Alors pour les Américains, deuxième point essentiel, la Chine. La Chine, c'est ce qu'ils appellent le peer competitor, le compétiteur stratégique par excellence. Et dans tous les documents américains, aujourd'hui, on dit 2025, c'est le moment où la Chine sera à peu près à égalité avec nous sur un certain nombre de technologies, etc. Donc la Chine, c'est le sparring partner des prochaines décennies. C'est vrai pour la Lune, c'est vrai pour les constellations, c'est vrai pour la militarisation. Et puis enfin, donc la militarisation, on commence à parler, je vous en parlais un petit peu, de dissuasion spatiale. Et qu'on commence à dire l'espace c'est trop important pour qu'on laisse nos satellites non protégés. Et l'idée c'est de vous rendre la tâche aux adversaires plus difficile. Donc on va multiplier les satellites, au lieu d'en avoir un, on va en avoir des milliers. Donc quand on voudra mettre en panne votre système, il faudra beaucoup plus d'énergie pour le mettre en panne. Ça, c'est essayer de minimiser ou de maximiser l'effort de l'adversaire pour vous attaquer. Et si on vous attaque, évidemment, il y a ce que les Américains appellent impose cost. On impose un coût. Et donc, c'est le principe même de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on se réserve le droit de répondre, aussi bien dans l'espace d'ailleurs qu'en dehors de l'espace. C'est aujourd'hui l'état des textes américains. Donc, c'est ces trois domaines-là qui structurent vraiment l'effort aux États-Unis. Donc très rapidement, une autre tendance que je voulais évoquer, c'est que bien on investit beaucoup dans l'espace aujourd'hui. Hein, je vous ai parlé de ces acteurs privés, bien sûr, et qui arrivent à faire venir du capital de plus en plus. Mais vous avez, en parallèle de ça, parce qu'en corollaire, la montée en puissance des services aval. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le centre de gravité en termes de business entre la partie amont de l'espace, c'est-à-dire toute la partie satellitaire, la partie hard, si vous voulez, et la partie aval, c'est-à-dire la partie software, le centre de gravité se décale vers la partie aval parce que c'est là où se trouve l'intérêt pour les gens qui utilisent ces systèmes en termes de revenus commerciaux. On va utiliser l'espace, on va utiliser des données spatiales, on va les mélanger avec d'autres, on va produire de l'information, etc. Et là, on voit bien avec ce petit graphique, qui est un graphique, il y en a des milliers comme ça, c'est un que j'ai choisi, mais qu'en fait, aujourd'hui, l'espace ne marche plus sans cette connexion très forte avec le monde de l'information et le monde de la production, le monde de la numérisation, de la production d'informations. En fait, l'espace aujourd'hui produit des données qui sont banalisées. Quand vous avez une constellation de 150 satellites qui produit de la donnée à la chaîne, ça devient une donnée beaucoup moins chère qu'avant, donc plus facilement exploitable, une donnée beaucoup plus fréquente, et donc une donnée qui s'est banalisée parce qu'elle rejoint, en quelque sorte, d'autres types de données, qui vont être des données de capteurs, qui vont être des données d'Internet, d'échantillonnage de réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. On va hybrider tout ça et on va produire de l'information pour répondre à la question que vous posez. Donc d'ailleurs, le plus souvent, ces données spatiales vont être utilisées pour des informations qui ne se traduiront pas par des images satellites, ça se traduira par des courbes. Parce qu'on va essayer de... Donc ça, c'est toute une petite industrie qui s'est montée depuis à peu près 15 ans aux États-Unis, qui commence à se monter en Europe, qui se monte en Chine, qui est une espèce d'industrie qui donne la valeur ajoutée
à la partie amont de l'activité spatiale. Donc aujourd'hui, ça c'est une chose qu'il faut garder en tête, les Américains sont vraiment là-dessus. On ne peut plus imaginer de partie spatiale, d'investissement spatial sans l'investissement aval. C'est deux choses qui vont ensemble. Si vous oubliez l'investissement aval, l'investissement spatial est beaucoup moins intéressant. Alors, quelques chiffres quand même sur l'activité 2021, juste là encore pour donner quand même une idée du boost auquel conduit cette situation. Ben voilà, vous aviez à peu près 80 lancements par an jusqu'en 2015. Et là, tout d'un coup, vous avez 146 lancements en 2021. Il s'est lancé plus de satellites en mars 2021 que dans toute l'année 2015, par exemple. Il y a vraiment un changement d'ordre de grandeur. On rajoute un zéro. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait nouveau et inattendu. Alors les satellites ne se valent pas tous, bien sûr, il y a des tout petits satellites, vous avez des très gros satellites, mais néanmoins, en termes de charge et même de tonnage, c'est en train de s'accroître énormément. Donc, en nombre de lancements, en nombre de satellites lancés, donc vous voyez en 2015, 236 satellites lancés, en 2021, 1800. Là, je crois qu'aujourd'hui, on en est à plus de 2000 satellites lancés pour 2022, maintenant, en octobre. C'est en progression considérable. Et en termes de tonnage, les États-Unis sont loin devant tout le monde. On a 410 tonnes lancées. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que notamment à Musk, aujourd'hui, c'est quasiment la moitié des satellites opérationnels en orbite. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez inédit, finalement. Alors, il y a le New Space, j'en avais déjà parlé dans une présentation précédente, mais j'y reviens quand même parce que c'est une définition. Enfin, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir dans le New Space. Bon, d'abord, c'est une rencontre alors qui est fortuite comme ça en apparence, mais en fait qui vient de plus loin, hein, qui vient des années 90, et de décisions en réalité de politique publique, j'allais dire, prises dans les années 90 aux États-Unis, avec c'est une rencontre entre des technologies qui ont évolué, des modes d'industrialisation et d'exploitation commerciale totalement nouveaux pour l'espace. Ça, c'est quelque chose qui est... donc le low cost, au lieu de faire des objets d'artisanat d'art qui valent très cher, on fait des objets à la chaîne qui sont low cost, dont les performances ne sont pas extraordinaires, mais dont on espère, à part le nombre, que ça compensera ces performances moindres, et qu'on s'y retrouvera finalement quand on fera le rapport coût-bénéfice, quand on exploitera tout ça. Ça, c'est une première... Donc c'est un changement de philosophie du spatial, quand même. Et c'est un changement de philosophie du spatial parce que les gens qui font ça sont les gens qui ne sont pas du spatial. C'est les gens qui viennent de l'extérieur du spatial et qui appliquent au spatial des règles qui n'ont pas été conçues au sein de la communauté spatiale. Et ça conduit à ce qu'il y ait des utilisations de méthodes, de technologies, d'équipements qui ont été développées en dehors du spatial. Alors typiquement, les campagnes de test, quand on fait de l'espace, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de panne. Et on va jusqu'au bout pour tester les choses de façon absolument rigoureuse. Ces gens-là, en tout cas quand ils ont commencé, la panne faisait partie de l'apprentissage. On essayait de savoir ce qui s'était produit, et comme on peut produire à coût réduit, on produisait quelque chose sur lequel on corrigeait la panne et on renvoyait. Et c'était un peu une itération comme ça, test and try. Ça a beaucoup révolté dans la communauté spatiale, aux États-Unis d'ailleurs, entre les industriels eux-mêmes. Moi j'ai assisté comme ça à un débat entre Lockheed et Planet, par exemple. Lockheed disant, mais vous spatialisez vos satellites comment en fait? Et Planet disait, on ne les spatialise pas. Vous savez, la spatialisation, c'est la préparation du satellite à évoluer dans le milieu spatial, qui est très rigoureux, très très difficile. Et le type de Lockheed dit, mais c'est totalement injuste. Parce que la spatialisation, on sait que c'est ça qui coûte cher sur un satellite. Et le type de Planète dit, non, on ne spatialise pas. Le truc tombe en panne, on comprend pourquoi il tombe en panne, et puis on relance. Et donc on fait feu de tout bois, hop, on met sur un lanceur, on met sur la station spatiale, on met sur un autre lanceur. Donc c'est une philosophie, c'est le patch un peu, c'est la philosophie du patch. Comme l'Internet, vous savez maintenant, vous achetez un appareil photo, et en fait votre appareil photo, au fil des années, vous allez le plugger sur Internet, et le constructeur de l'appareil va vous l'améliorer en mettant un firmware dedans, un nouveau logiciel. Ben c'est vraiment cette idée-là. Ça vient de l'extérieur du spatial. Ça ne veut pas dire que ça marche. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Le spatial, c'est quand même un peu particulier. Et puis, en fait, je disais, c'est pas fortuit tout ça, parce que, ça, je vais essayer d'être rapide là-dessus, parce qu'on peut tenir des heures, mais on peut montrer, si vous voulez, que à l'aube des années 90, aux États-Unis, il y a eu une réflexion publique sur la manière
de reconvertir l'effort spatial des années de guerre froide, si vous voulez, qui avait vraiment été extraordinairement important aux États-Unis, comme en Union soviétique d'ailleurs, pour en faire un atout dans la nouvelle situation géostratégique où il n'y avait plus cet affrontement avec l'Union soviétique. Et il y a une forme de reconversion. On a beaucoup parlé de reconversion à l'époque pour l'Union soviétique, quand elle devenait la Russie. Mais en fait, il n'y a pas que là qu'il y avait des reconversions. Aux États-Unis, ça a été la même chose. Ces deux puissances avaient développé des complexes militaires industriels, des systèmes, etc., extrêmement liés à la situation stratégique, à l'opposition bipolaire. Et l'un des dilemmes de l'époque, c'était comment faire en sorte que cet investissement ne soit pas perdu, en fait, quasiment. C'est-à-dire, garde du sens. Et devienne, en particulier pour les États-Unis, un élément de leur compétitivité mondiale. Et la décision qui est prise à l'époque, c'est vraiment de faire de l'espace un élément absolument crucial de ce qu'on appelait à l'époque la chaîne de l'information. C'est-à-dire que les États-Unis avaient cette réflexion sur le fait que le monde futur, c'est un monde connecté dans lequel il faudra avoir une place prééminente dans ce qu'on appelle la chaîne d'information. La chaîne d'information, c'est collecte de données, transmission de données, traitement de données, dissémination de données. 4 étapes. Il faut être le premier sur les 4 étapes. Et là, l'espace trouve un rôle assez naturel. Et ça a été théorisé, ça a été mis en place sous l'administration Clinton. Il y avait ce qu'on appelait la révolution des affaires militaires à l'époque. Puis il y avait un pendant qui était géré par Al Gore à ce moment-là, qui était ce qu'on appelait les autoroutes de l'information. C'était la préfiguration de l'Internet de masse. Et ces deux choses-là, c'était les deux pieds d'une même stratégie, en fait. Un pied militaire, un pied civil. Et ça a été un énorme effet, ça a été un énorme effet d'entraînement sur la structuration de l'industrie, sur le rôle croissant des activités des industriels de l'information, et sur l'interface entre ces industriels de l'information et cette industrie d'arsenal, en particulier pour le spatial. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Il y a des décisions précises qui peuvent être retracées, qui montrent ça. Cette reconversion a l'idée d'utiliser les moyens qu'on a pour en faire des éléments de rapport de force dans le contexte international. Je peux vous citer 2 décisions, par exemple. 94, libéralisation de la vente d'images par satellite à haute résolution, à 1 mètre de résolution. Avant cette décision de l'administration Clinton, tous les États étaient d'accord pour dire qu'en dessous de 5 mètres, c'était de la qualité militaire, etc. 94, décision unilatérale. Désormais, on autorise l'industrie privée à utiliser l'imagerie à 1 mètre. Ça, c'est typique de... on court la course parce qu'on sait qu'on a les meilleures chaussures. Et ça, c'est vraiment typique. La deuxième chose, ça a été le GPS, avec l'idée d'ouvrir le GPS à tout le monde, personne ne le développe. Et parce qu'on était bien conscient que le PNT, ce qu'on appelle le PNT, la navigation et le temps précis, allait être un élément essentiel des réseaux d'information. Donc on a essayé vraiment de bloquer aux États-Unis la montée de réseaux concurrents GPS, ça n'a pas marché. Mais la décision qui avait été prise en 96, là encore par Clinton, c'était d'ouvrir au maximum le GPS à l'utilisation mondiale, y compris en descendant en montant la précision, en permettant au grand public d'utiliser la précision métrique, de façon à couper un peu l'herbe sous le pied des concurrents éventuels. Ça ne s'est pas fait aussi facilement, mais ça a quand même inscrit le GPS dans une espèce de dynamique commerciale particulière, en fait, tout moins industrielle particulière. Donc toutes ces petites... ça c'est les semailles des années 90, et on a eu la moisson des années 2000. La moisson des années 2000, c'est toutes ces petites planètes start-up là, qui sont montées. Alors ça c'est obsolète déjà cette planche, parce qu'en fait c'est une vieille planche. Ça change tous les 6 mois. Mais toutes ces petites sociétés là, c'est des sociétés qui sont apparues dans les années 2000. Et en fait, elles sont apparues d'autant plus facilement que le terrain avait été labouré, si vous voulez, pour l'installation d'activités commerciales, par ces décisions dont je vous ai parlé, par exemple, entre autres, et facilité par le fait que tous ces gens, ils viennent aussi, ils étaient très conscients, c'est presque générationnel, de ce lien avec les technologies de l'information, ces gens qui sont tous très très au fait des usages numériques de la donnée, qui ont fait ça. Donc, petits satellites, voilà... Alors évidemment, ce n'est pas des satellites qui sont à l'état de l'art. On fait en France des satellites bien meilleurs. C'est des objets d'art à côté de ça. C'est pas très bon. Mais à la limite,
Vous voulez juste voir le bateau qui est en travers du canal de Suez, vous n'avez pas besoin de voir le nombre de conteneurs qu'il y a dessus. Tout dépend de l'information que vous voulez. Et ça, c'est un truc nouveau dans l'espace aussi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la communauté spatiale avait toujours été tirée vers le haut, a toujours visé l'excellence dans ce qu'elle fait. Là, c'est plus tout à fait le cas. Alors, il y a toujours des satellites qui sont faits pour des raisons extrêmement précises, militaires, gouvernementales, qui auront besoin d'être à l'état de l'art. Mais il va y avoir de plus en plus de l'infrastructure suffisante. C'est presque de la fibre dans l'espace, si vous voulez. Bon, bah, vous recevez Internet, vous êtes content avec votre débit, c'est ça l'essentiel. Le tout, c'est que ça marche. Ça vous permet de faire ce que vous voulez faire, du streaming, etc. On ne va pas faire une fibre optique pour vous, quoi. Alors, vous allez vous la faire installer avec des gens qui sont parfois très fiables. Ça va être compliqué. C'est un peu ce qu'on voit dans l'espace. Alors, c'est... Voilà. Et puis, donc, il y a toute la petite industrie dont je vous parlais, qui est l'industrie aval. Vous avez tout un tas de boîtes qui se sont montées aux États-Unis. Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu leurs résultats, ça patine un peu, hein. Mais qui se sont montées pour exploiter un peu ces données-là, ce flux de données nouveaux. Même les GAFA se sont intéressés à ça. Google, par exemple. Google a développé ses propres satellites. 24 satellites, SkySat, 1 mètre de résolution, qui se sont aperçus que leur métier, c'était pas de faire du satellite. Donc ils ont vendu les SkySat à Planète. En contrepartie de quoi, ils sont branchés sur le pipeline de données pour utiliser toutes les données qui tombaient de cette constellation. Donc aujourd'hui, Planète, ils ont à la fois les petits satellites qui font 3 mètres et quelques de résolution, puis ils ont des satellites qui font 1 mètre de résolution, qui font de la vidéo. Et de plus en plus, en fait, ils essayent de produire il y a quand même quelque chose comme 140 ou 150 petits satellites de 2,5 kg en orbite aujourd'hui, sans propulsion, sans rien, qui font du 3,50 m de résolution. Le petit bateau, là, il est pris par un petit satellite de 2,5 kg, avec une optique qui est achetée dans le commerce, des capteurs qui sont un peu bricolés. En gros, on estime que, on n'est pas sûr, hein, mais que le prix d'un satellite, c'est 100 000, 200 000 $. Bon, l'essentiel, voilà, l'essentiel. Et donc, du coup, vous trouvez aux États-Unis tout un tas de, ici à gauche, là, ici, là, hop, tout ça, c'est tout un tas d'investisseurs privés qui amènent de l'argent à tous ces gens. Aujourd'hui, la masse d'investissement, alors c'est pas seulement aux États-Unis, mais les États-Unis en concentrent une bonne partie, la masse d'investissement privé dans ce secteur du New Space, c'est l'équivalent d'un budget d'agence spatiale. Alors ça, c'est que de l'argent privé. Alors ça, c'est vraiment c'est nouveau. Alors il y a d'autres endroits où on essaye de faire un peu ça. On essaye de le faire en Europe, on essaye de le faire en Chine aussi. Alors ça, c'est des reconstructions. Hein. Mais en fait, on se rend compte que pour l'essentiel, ça se passe aux États-Unis. La moitié de l'investissement américain, ça a lieu en Californie. Et on est vraiment... Alors la Chine est très active, hein, c'est vraiment le deuxième pays sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, en 2020, il y avait eu 7,6 milliards de dollars d'investis dans New Space privé. En 2021, on est à 15 milliards de dollars. Donc en plus, ça ne se dément pas. Parce qu'on disait, oui, c'est une passade, ça va être une mode. Puis très vite, on va arriver à des trucs qui en fait c'est un peu une bulle qui va crever, etc. Pour l'instant, on ne le voit pas. Et on continue d'investir dedans. Et ça, c'est lié au fait que ce qui soutient tout ça, c'est l'industrie de l'information. Il faut se rappeler que Amazon Web Services, le cloud, c'est 60 milliards de dollars de revenus par an. Microsoft Azure, c'est 40 milliards, etc. C'est des gens qui ont des budgets étatiques et qui sont là pour s'organiser et organiser l'espace d'une certaine manière. Alors, je reviendrai sur Microsoft tout à l'heure parce que c'est intéressant. Ils ont fait un partenariat avec Starlink justement pour s'acheter de la connectivité parce qu'ils n'ont pas de satellite. Et Starlink a fait ce partenariat avec Microsoft Azure pour s'acheter la clientèle cloud, en particulier une clientèle étatique. Donc, pour l'instant, ça n'a pas trop marché parce qu'il y a des ennuis politiques autour du contrat, mais le principe, il est là. Le principe, c'est de trouver des accords entre le upstream, comme on dit, et le downstream. Et le downstream apporte les ressources et apporte la clientèle. Ça, c'est nouveau. Pour le spatial, c'est totalement nouveau. Bon, vous avez là une autre représentation. Vous voyez, on est passé, ça c'est le type d'investissement qu'on a eu dans le New Space. Et là, ça explose en 2021. On est vraiment dans des choses... Parfois, vous retrouvez tout ça sur Internet, assez graphique. Alors, finalement, le rôle du New Space aujourd'hui, qu'on voit beaucoup aux États-Unis, affiché partout,
soutenu par le gouvernement. C'est d'abord une disposition d'esprit, hein, ça correspond à une idéologie politique, mais c'est pas de la privatisation. Je pense que parfois on utilise abusivement le terme de privatisation de l'espace. C'est pas ça dont il s'agit. À nouveau, comme je vous disais, le flux d'argent qui circule dans le spatial, ça reste un flux public, d'argent public. C'est de l'argent des contribuables pour l'essentiel. Alors il y a ces levées de fonds privés, mais l'argent au total, en termes si vous voulez, planétaires, c'est d'abord de l'argent public. En fait, ce qui se passe, c'est que chacun y trouve son compte. Les gouvernements y trouvent leur compte parce qu'ils externalisent un certain nombre de choses et ils deviennent plus résilients dans les missions qu'ils doivent faire. Et ces industriels y trouvent leur compte parce qu'eux, ils se branchent sur cette activité gouvernementale, ce qui leur fait tomber une manne financière énorme. Et donc, aujourd'hui, les systèmes spatiaux, c'est vu comme de l'infrastructure finalement. C'est traité et par le gouvernement américain et par les industriels américains comme de l'infrastructure. Donc en gros, ça veut dire que une infrastructure, c'est agnostique. Moi, je suis le gouvernement américain, je veux avoir de meilleures communications, je vais faire en sorte que, dans la mesure où ça répond à mes contraintes de sécurité, je puisse m'approvisionner au maximum de fournisseurs, publics, privés, voire même étrangers parfois. À la limite, Bezos le fait à sa manière, quand il fait des contrats, il passe des contrats avec Ariane, par exemple, pour mettre sa constellation Kuiper. Les Américains sont très logisticiens. Donc en fait, ils s'appuient sur un réseau de fournisseurs, et eux, ce qu'ils veulent, c'est multiplier leurs sources. Et donc en fait, on a une sorte de jeu gagnant-gagnant qui s'est établi à la faveur de cette recomposition de ces rapports entre acteurs étatiques et acteurs privés. Donc ça établit le lien, ça a consolidé énormément la dynamique américaine, vraiment consolide le lien entre l'espace et les systèmes mondiaux de l'information. Et il y a des applications qui apparaissent, qui sont nouvelles et qui sont liées essentiellement à l'exploitation aval de tout ça. Notamment, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de sociétés vont proposer non seulement de l'imagerie satellitaire, non seulement du radar, mais de plus en plus, par exemple, on voit apparaître de l'interception de signaux. Alors c'est très bizarre qu'une entreprise civile fasse des satellites dont l'objectif est de capter les signaux RF. Alors évidemment, c'est de ce qu'on appelle aux États-Unis de l'héline civile, de l'interception électronique civile. Alors l'idée, c'est de dire, en fait, on capte tout ce qu'on peut capter, et toutes ces données-là, on les mélange, on les hybride, avec d'autres données d'ailleurs, qui sont non spatiales, et on en produit de l'information. Et ce qu'on vend, c'est de l'information. Alors ça aussi, ça intéresse l'État, parce qu'évidemment, le premier utilisateur de ce genre de données, ce sont les États. Et donc on commence à voir avec cette recomposition-là une espèce de flou artistique qui s'instaure entre le domaine strictement public et le domaine privé. Et ça, c'est tout à fait aussi tout à fait nouveau. La seule chose, c'est que le public a la main sur cette activité parce que c'est lui qui a l'argent. Et ça continue à être le cas. Alors, évidemment, le gros domaine où tout ça s'accroît considérablement, c'est le domaine des télécommunications. Donc là, je vous ai mis une planche qui est théorique, mais qui dit, en gros, si on compte tous les projets qui sont actuellement raisonnablement attendus, d'ici 2030-2035, on aura 100 000 satellites en orbite basse. 100 000 satellites en orbite basse, on ne sait pas si on peut les gérer, on ne sait pas si on peut gérer les interférences radio, on ne sait pas, aujourd'hui c'est l'inconnu. Mais tous ces projets-là, ils ont ce qu'on appelle un finding à l'Union internationale des télécommunications, et ils ont des licences, l'agence de régulation nationale. Évidemment, tout ça ne va pas exister. Mais il n'y a pas là-dessus, je ne crois pas qu'il y ait le projet chinois. Il est temps. Ah oui, il est temps. Oui, il est temps. Ok. Alors, il avait appelé Starnet à un moment. Il faisait Starlink. Hein, parce que, voilà. Ok. Et alors, donc là encore, si vous voulez, on parle de quoi? On parle d'infrastructures qu'on met dans l'espace. Alors, un épisode qui a été assez marrant de ce point de vue-là, ça s'est passé en 2019. La FCC américaine a fait un appel d'offres, a lancé un appel d'offres pour équiper les foyers américains les plus isolés
de connexion Internet. Et donc ils ont lancé un appel d'offres pour les câbleaux opérateurs. 16 milliards de dollars d'appel d'offres. Musk a vu l'appel d'offres et a écrit au patron de la FCC en disant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de discrimination pourquoi ça n'est envoyé qu'aux câbleaux opérateurs ?» Et on lui a répondu parce que les exigences en termes de performance sont telles que seulement des infrastructures terrestres peuvent répondre à ces performances, peuvent satisfaire ces performances. Mais il dit donnez-moi un mois. Donc il a descendu quelques satellites sur leur orbite. Enfin bref, il a fait mieux que les performances en termes de latence, en termes de débit. La FCC a été obligée d'ouvrir un appel d'offres aux opérateurs satellitaires. Ils ont été peu à concourir. Il y a eu SpaceX, il y a eu Hughes, je crois. Il y a eu 120 concurrents. Et le résultat a été donné. Les deux premiers sont des câbleaux opérateurs américains très connus qui ont la main sur leur marché, qui ont équipé à peu près 80 000 maisons, enfin voilà, dans différents États, etc. Le troisième sur 120, c'est SpaceX, avec Starlink, qui a obtenu 887 millions de dollars pour équiper 600 000 foyers dans 35 États différents. Alors, sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit problème, c'est qu'il avait fait la démo, mais la capacité opérationnelle, elle n'était pas vraiment là. Et là, aujourd'hui, la FCC menace de lui retirer son autorisation, parce que quand il mesure le flux, ça ne répond pas à... Alors Musk a dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais redoubler dans le... Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il n'a que 4000 satellites, si j'ose dire que 4000 satellites. Donc là, il a besoin d'une infrastructure énorme pour que les gens tirent sur la structure sans que ça effondre la capacité. Donc aujourd'hui, il y a une discussion là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, pourquoi je cite cet exemple? Parce que symboliquement, quand le résultat est sorti, ça disait quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait faire de la fibre dans l'espace. C'est de l'infrastructure, c'est agnostique, c'est à terre, c'est dans l'espace, et c'est ce que veut Musk, entre autres. C'est montrer qu'il n'y a plus de distinction. Parce qu'il veut banaliser en fait tout ça. De la même façon, à la réutilisation, c'est une banalisation. Donc c'est vraiment une histoire de posture. On désanctuarise le spatial, on désilote le spatial. Et ça fait partie de ce vaste mouvement vers le monde de l'information. Alors ce qui est marrant, c'est que du côté des pouvoirs publics aux États-Unis, on a exactement le même état d'esprit. Quand vous regardez les plans du Pentagone aujourd'hui, par exemple, on vous parle de couches, de layers, on parle plus de satellites. Donc on a une couche communication, on a une couche transport, on a une couche détection. Et pourquoi on parle de couches? Parce que dans ces couches, alors là en l'occurrence sur ces schémas, il n'y a que des moyens militaires, mais ça préfigure quoi? Ça préfigure le fait que ces couches, elles sont agnostiques de la même façon. Le Pentagone commence à équiper des plateformes Starlink avec des capteurs d'alerte avancée. Donc en fait, il y a une espèce de jonction qui se fait, qui est guidée par la seule efficacité. Alors, les Américains disent « more bang for the buck », plus de résultats par dollar. Alors, le dollar investi doit être de plus en plus efficace. Et si ça passe par une jonction, une hybridation, une fusion, une mixité entre structures militaires, structures civiles, etc., il faut le faire. Donc ils sont vraiment là-dessus en ce moment. Et donc c'est assez impressionnant de voir ça parce que du coup, avec cette synergie, les esprits sont relativement alignés en fait. Alors il y a toujours des écarts d'intérêt et des querelles d'ego. Mais en fait, sur le fond, on ne discute pas cette stratégie. Cette stratégie, elle est acquise. Il y a un organisme au Pentagone qui l'incarne, c'est ce qu'on appelle la Space Development Agency, la SDA. La SDA, aujourd'hui, c'est eux qui ont conduit ça, et ce sont ces gens qui en fait, soutiennent à fond cette philosophie, la finance. Et donc, les industriels comme Musk, comme d'autres, ils trouvent vraiment leur compte. Parce que c'est des gros clients. Donc, très rapidement, aujourd'hui, pour moi, aux États-Unis, l'espace, vous l'expliquez avec trois pôles finalement. Vous l'expliquez avec un pôle en jaune, là, qui est une filière spatiale efficace, low cost, opérationnelle complètement, du lancement à l'exploitation de l'orbite. Donc ça passe par des lanceurs à faible coût, voire à très faible coût. Ça passe par du low cost et de l'industrialisation du satellite.
ça passe par de la résilience, ça passe par de la coopération entre systèmes, etc. Donc ça marche, ça ils ont. Mais ça tient plus tout seul en l'air. Avant, c'est ça qu'on finançait. On s'appelait la NASA, on s'appelait le Pentagone, on achetait des systèmes, les industriels faisaient ces systèmes et les remettaient au Pentagone et recevaient leur chèque. En fait, désormais, le Pentagone comme la NASA, ils achètent aussi du service. Ils n'achètent pas seulement des systèmes. En fait, ils veulent acheter de plus en plus de services et de moins en moins de systèmes. Sauf pour des trucs qu'ils veulent faire vraiment. D'ailleurs, pour reconcentrer leur budget sur des développements qui sont majeurs pour eux au plan stratégique. Pour le reste, ils externalisent. Donc, ils ne vous achètent plus un satellite, ils vous achètent de la capacité. Alors, ils ont cette politique vers les opérateurs historiques, Intelsat, Inmarsat, tout ça, en termes de com, par exemple, mais ils ont aussi cette politique vis-à-vis des nouveaux acteurs. Et ça, évidemment, pour ce qui est des orbites basses, Starlink aujourd'hui remplit parfaitement la donne. On pense Internet des objets, faible latence, etc. Tout ça, ça intéresse les militaires, par exemple. Alors ça, c'est important. Deuxième point, mais ça ne tient plus en l'air tout seul. Il faut que tout cela soit soutenu par une filière industrielle qui valorise, qui crée de la valeur ajoutée. Et cette filière industrielle, c'est la verte, c'est celle qui va utiliser, valoriser les données spatiales, les systèmes spatiaux, en faisant des vecteurs d'information et en transformant ces données en informations pertinentes. Et c'est ça qui va être vendu. Et donc le Pentagone, à la limite, il ne va même plus contractualiser avec les jaunes, il va contractualiser avec les verts, quand il fera cette délégation de service. Mais tout ça, ça ne marche pas tout seul, au départ. Il faut un investissement public massif, et ça on le voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a toujours un amorçage public. Et l'amorçage public, là en l'occurrence, sur l'exemple que je prenais, c'était le contrat du JEDI, Joint Enterprise Defense Initiative, qui est des contrats des clouds militaires. Alors c'est toujours à peu près les mêmes unités, c'est 10 milliards sur 10 ans. 10 milliards sur 10 ans, ça vous lance un peu de petit business, et vous avez l'espoir que, eh bien, en biseau, vous allez vous faire une clientèle in fine, et qu'après, vous tiendrez tout seul, c'est comme le vélo, vous enlève les roulettes, et ça tient un coup tout seul. C'est un peu l'idée. Alors souvent, ça ne tient pas debout, et il recommence, et en fait, l'argent public... Alors ça, c'est vraiment ce triptyque aujourd'hui, c'est le triptyque qui fait fonctionner le spatial américain. Et ça ne fait pas fonctionner à mon sens, ça ne fait pas fonctionner que dans le domaine militaire, le domaine des satellites d'application. Ça commence à le faire fonctionner dans l'espace civil, dans l'exploration, etc. On est un peu sur le même schéma. La NASA suit à peu près les mêmes schémas de pensée que toute l'institution publique américaine. Donc là, très rapidement, parce que je suis peut-être un petit peu lent là-dessus, en fait, on commence à externaliser aussi un certain nombre de fonctions, de services, pour l'exploration humaine. Ça a commencé en 2006 avec George W. Bush, ça a été amplifié sous Obama. Là, il y a une continuité entre les différentes présidences, et ça s'est continué sous Trump, il n'y a eu aucun problème. Donc très rapidement, vous connaissez toutes ces histoires, il y a eu les différents programmes de transport de cargo d'abord, de transport de fret vers la station, et puis de transport d'équipage, et ça s'est soldé par le premier vol de Dragon, le Crew Dragon, qui a remis les États-Unis en selle pour un accès autonome à la station spatiale, alors qu'avant ils dépendaient de la Russie. C'est arrivé au bon moment, en quelque sorte. Et donc on a vu énormément de milliards de dollars transférés par la NASA à ces acteurs privés pour en fait leur assurer un service. La NASA, elle n'achète plus de fusées, elle achète un service, elle achète 12 voyages par exemple. Avant, la NASA, elle demandait à Boeing, elle concevait les plans de son engin, elle demandait à l'industriel de construire l'engin, elle paye l'industriel et elle l'opérait elle-même. Désormais, il y a une partie de son activité qui ne suit plus du tout ce schéma. Alors typiquement, le SpaceX et le Crew Dragon, le transport d'équipage vers la station, c'est plus ce schéma. On a acheté à Musk 12 voyages. On lui a dit, tu fais comme tu veux. Alors on a regardé quand même un petit peu si d'un point de vue sécurité c'était à peu près raccord, mais globalement la NASA ne s'est pas occupée de designer le Falcon, de designer le Crew Dragon, de designer même les combinaisons spatiales, etc. Et aujourd'hui, ça lui permet, dit-elle, de recentrer son budget sur les affaires centrales qui l'occupent, qui sont ce retour sur la Lune et un certain nombre d'États. Et même dans le retour sur la Lune, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a certaines parties du programme. Alors ça, c'est un programme d'ailleurs, c'est un programme qui va réserver des surprises parce qu'il est loin d'être figé ce programme. Aujourd'hui, on pense qu'il y a vraiment un plan, alors USLS 2025, 2028, etc. Tout ça, à mon avis, il faut un peu oublier. Il y a un retour sur la Lune
mais ça prendra peut-être pas cette forme-là. On dit aujourd'hui c'est SpaceX qui va s'atteindre. On n'est pas du tout sûr. Quand on discute un peu avec les Américains aujourd'hui qui sont un peu en charge de ça, ils vous disent c'est des trucs de transition, c'est pas si sûr que ça, que ce sera comme ça. Mais il y a quand même cette idée de s'installer dans la durée pour ce programme-là. Ça va nous occuper sur les 3 prochaines décennies. Non seulement l'installation sur la Lune elle-même, mais tout l'aspect logistique de l'espace Terre-Lune, où il va falloir mettre une station autour de la Lune, ravitailler un certain nombre de gens. Vous regardez aujourd'hui le schéma théorique de SpaceX pour aller atterrir sur la Lune. Vous savez que la NASA a sélectionné SpaceX aujourd'hui, officiellement. SpaceX est sélectionné pour faire atterrir les astronautes sur la Lune. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, mais si vous avez vu le schéma qui est utilisé, ce qui va atterrir sur la Lune, c'est le Starship. C'est la fusée de Tintin, quoi, carrément, c'est vraiment ça. Si vous regardez ce programme, on envoie un Starship en orbite, on laisse un étage en orbite, et là, on va le réapprovisionner 8 fois avec d'autres Starships. Donc là, il va y avoir des atterrages et des transferts de propellant. Une fois qu'on va remplir le réservoir de ce Starship, on va l'envoyer vers la Lune. Pendant ce temps-là, le SLS décolle avec Orion, avec l'équipage Apollo. Ces deux choses, à proximité de la Lune, se font un rendez-vous, et il y a un transbordement d'équipage d'Orion sur le Starship. Le Starship va vers la Lune, se met en position d'atterrissage, et c'est pas quelque chose de simple, et là, il y a un ascenseur qui sort à l'extérieur, vous mettez dans l'ascenseur, vous ouvrez la porte, et vous faites vos pas sur la Lune. Autant vous dire qu'il y a un certain nombre d'angles morts dans le programme. C'est pas encore tout à fait balisé partout. Et quand vous parlez de ça aux décideurs américains, ils vous disent, bah oui, mais si ça se trouve, c'est pas ça qui va le faire. Et là, d'ailleurs, ils sont en passe de sélectionner un deuxième projet qui serait peut-être celui de Bezos, parce que Bezos avait son projet. Il a été extrêmement déçu de ne pas être sélectionné. Alors, il n'a pas été sélectionné simplement parce que le SpaceX a dit, vous me faites un chèque de 2,4 milliards et moi je vous fais l'atterrissage sur la Lune. Et Bezos, lui, qui avait travaillé avec Lockheed et avec d'autres, avait fait ce qu'il appelle une National Team, avait dit, moi il faut 5 milliards. Et comme le Congrès ne souhaitait pas donner plus d'argent à la NASA, un peu par dépit, semble-t-il, les responsables de la NASA ont dit, on achète SpaceX. Alors ça a choqué un petit peu parce que le projet de SpaceX que je viens de vous décrire, il est quand même un petit peu, hypothétique, quoi. Et Bezos a dit, ok, en fait je suis plus cher que Musk, pas de problème, je mets les 3 milliards, moi. Et la NASA a pris 15 jours, a dit non. En fait, vous ne mettez pas 3 milliards, voilà. Mais Bezos pouvait les mettre comme ça. Il faisait le chèque et il y avait 3 milliards de plus sur le... Bon, là, il semble qu'il y ait des discussions nouvelles qui vont, parce qu'ils ont besoin quand même de... Ce que je veux dire par là, c'est que ce programme, on ne pense plus en termes de programme aux États-Unis, on pense en termes de concept sur la durée. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de particulier. De moins en moins, on pense en termes de programme verticalisé avec une mission précise. Alors, évidemment, la NASA séquence ces choses, mais on commence à... Ce nouvel état d'esprit que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un peu test and try, etc., on le voit arriver dans la NASA. C'est-à-dire qu'on se dit, on va avancer. Alors, ils ont appelé ça à un moment le spiraling. Alors, ça, les Américains sont forts pour trouver des mots. Alors, le spiraling, c'est un peu brasser de l'air quand vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous spiralez. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que vous faites de la techno, ça ne peut pas nuire, et à un moment donné, vous allez trouver une solution. Alors, on a un peu cette idée à la NASA aujourd'hui de dire, mais de toute façon, on va avancer. Maintenant, nous, ce qui importe pour nous, c'est qu'on ait vraiment cet objectif de moyen terme qui est la Lune. Parce que sous Obama, il n'avait plus d'objectif, et ça mettait la NASA en grande difficulté institutionnellement. Alors, toujours est-il qu'on est un peu dans... Alors, aujourd'hui, aux États-Unis, Artemis, c'est quand même structurant. Ça fédère vraiment les énergies industrielles. Ça permet d'encadrer la coopération internationale. On est dans une nouvelle histoire ISS, en fait. C'est marqué par de nouveaux modes d'occupation d'espace Terre-Lune. Ça implique de la logistique, ça implique des délégations de services. Donc là, il y a une recomposition, là encore, on aménage les relations de ce nouveau secteur privé. Tout ça, évidemment, ça mise sur tous les progrès technologiques qu'on voit dans tous les domaines. Propulsion, réutilisation, et tout ce qui est technologie, ce qu'on appelle in-orbit servicing et tout ça. L'IA même, on voit tout un tas d'activités liées à Artemis, directement ou indirectement, qui sont toutes propulsées, j'allais dire, par ces infusions technologiques. Et puis c'est structuré par ce nouveau rapport NASA-Industrie. Et là, on retrouve nos 3 piliers finalement. Il y a une filière spatiale, on sait faire, aux États-Unis, on sait faire du programme habité, on sait emmener ses astronautes
dans l'espace, on sait les faire atterrir sur la Lune, etc. On saura faire. Alors après, la filière qui valorise en aval, là, ça reste quand même une valorisation essentiellement politique. C'est important aujourd'hui, à nouveau pour les États-Unis, d'être ceux qui vont un petit peu structurer l'exploration humaine au plan international. Et c'est vrai que là, pour le coup, la Chine, c'est l'aiguillon qui n'a pas marché avec Obama. Obama avait dit, mais ok, qu'ils y aillent sur la Lune. Nous, on l'a fait, on a coché la case, grand bien leur face, allez-y. Avec Trump, ça n'a pas marché. Et la Chine, aujourd'hui, et c'est pas seulement Trump, il y a eu une espèce de confrontation montante avec les États-Unis sur tous les sujets, y compris sur celui-là. Donc les États-Unis veulent, par le biais d'Artemis, fédérer autour d'eux un ensemble de pays, etc. Ça s'appelle les accords Artemis. Et puis, il y a un amorçage public. Ça, là, pour le coup, il y a beaucoup d'argent. Le SLS lui-même, c'est 23 milliards de dollars de développement. Et maintenant, on commence à parler de 4 milliards de dollars par tir. 4 milliards de dollars par tir. Et là encore, quand vous parlez aux Américains, aux responsables américains du SLS et de son avenir, ils vous disent, tu sais, c'est un programme en transition. Ce qui veut dire que le SLS n'en est pas trop sur son avenir en réalité. Parce que si Starship existe, et pour l'instant, c'est pas du tout sûr qu'il existe, mais là, pour le coup, les coûts seront vraiment très très différents, sachant qu'il est censé être utilisé. Donc pour l'instant, et c'est ça qui est assez frappant dans ce nouveau programme Artemis, il y a très peu de certitude. Mais il est sûr d'une chose, on est sûr d'une chose, c'est 4 milliards de dollars par tir. Ça va être difficile à faire passer ça politiquement aux États-Unis. Ça, c'est très clair. Pour emmener des astronautes. Et donc, il va y avoir... La NASA, aujourd'hui, son seul discours, c'est de dire, ça, c'est pour emmener les astronautes, mais évidemment, tout ce qui va être les tirs nécessaires de gros tonnage et tout, on va les faire assurer par le secteur privé. C'est une manière de faire passer la pilule du SLS aujourd'hui. Donc, chacun, à nouveau, il trouve son compte. C'est gagnant-gagnant. Donc voilà un petit peu résumé ce que je pouvais vous dire des tendances que je vois pour le programme américain aujourd'hui. Et puis bien sûr, j'écoute vos questions avec grand intérêt. Merci. Nous n'avons qu'un micro, donc je vais faire passer le micro et je vous le rendrai pour les réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour, merci beaucoup. Deux questions. Décrypter ce que veut dire STM Pro sur la standardisation et ATK pour l'orbital. Et puis dire ce qui ne pourrait pas marcher dans le schéma de SpaceX pour la Lune. Parce qu'a priori, tout est déjà réalisé. Presque. Tout est dans le presque. Alors oui, le STM, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Olivier a mentionné ça. Alors en fait, aujourd'hui, il y a... Pardon ? STM et Pro, ça veut dire Space Transportation. Ah non, alors je pensais à autre chose. Standardisation. Le STM, c'est le Space Traffic Management. En fait, toutes les constellations dont je vous ai parlé aujourd'hui, elles posent un problème quand même. C'est-à-dire qu'elles occupent l'espace, sur certaines orbites particulièrement. Et aujourd'hui, on en vient à penser qu'il va y avoir des problèmes de coexistence si tous ces constellations existent. Et donc, ça pose des problèmes de règles internationales, de partage de l'espace et de partage des fréquences aussi. Le partage des fréquences, ça se fait à l'UIT aujourd'hui, mais le principe de l'UIT, c'est que le premier arrivé dépose son dossier. S'il est plus rapide que vous, il ne peut pas... L'UIT, honnêtement, regarde... Vous savez que l'UIT, quand elle analyse un dossier, sa manière de faire, c'est qu'elle regarde si le fonctionnement de votre constellation va nuire à une autre. Si vous êtes le premier, par définition, vous ne nuisez à personne. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les premières constellations sont en train de prendre la place, de prendre toute la place. Et le paradoxe, c'est que celles qui vont venir après, qui ont aussi, éventuellement, qui sont tout aussi légitimes, finalement, pour d'autres pays, risquent d'être refusées, parce qu'elles vont nuire à SpaceX, par exemple. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes de gestion de l'espace, de gestion de l'anticollision notamment, mais pas seulement, de manœuvres de satellites, de gestion de la fin de vie, c'est est-ce que vous allez vous conformer à des règles pour que votre environnement soit durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle l'espace durable. Alors, il faut qu'un satellite en fin de vie, vous savez qu'aujourd'hui il y a une règle qui dit
il faut qu'un satellite en orbite basse, en fin de vie, soit déorbité dans les 25 ans qui suivent sa fin de vie. Aujourd'hui, les Américains viennent de passer je crois que c'est la FA qui vient de passer ça, viennent de passer une loi qui dit, régulation, qui dit, désormais c'est plus 25 ans, c'est 5 ans. Il faut que dans les 5 ans, le satellite soit désorbité. Alors mine de rien, quand ces exigences-là apparaissent, en termes industriels, en termes technologiques, c'est pas anodin, si vous voulez. Alors vous allez me dire, c'est les États-Unis, c'est pas grave. Sauf que quand vous êtes un fabricant de satellites et que vous exportez, si vous vous coupez du marché américain, vous n'allez pas durer longtemps. Donc nécessairement, comme disaient certains, quand le type de 100 kg parle, le gars de 50 l'écoute. Donc ce qui se passe, c'est que les règles qui sont édictées aux États-Unis, elles valent en fait pour tout le monde. Et là, ce qu'on voit arriver, c'est ces nouveaux industriels-là, qui viennent de sortir, par exemple, Starlink, OneWeb et Iridium viennent de sortir un document il y a une quinzaine de jours, qui dit, ben voilà comment nous on va se comporter en orbite, avec, par exemple, une capacité de ce qu'on appelle la post-mission disposal, c'est-à-dire les manœuvres de fin de vie, il faut qu'elles soient réussies à un certain pourcentage. Eux, ils disent, nous, on les réussit à 99%. Aujourd'hui, personne ne réussit ces manœuvres à 99%. Ils disent, ben voilà, nous, on s'engage à ce que, quand quelque chose tombe sur Terre, ce quelque chose, il est moins de 15 joules d'énergie, etc. C'est des éléments techniques dont ils disent que c'est important et qui montrent que le New Space, loin de se ficher de l'environnement, au contraire, c'est des gens qui montrent l'exemple, parce que c'est aussi de la com, mais mine de rien, en faisant ça, ils créent pour les autres qui font de l'activité spatiale, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que on est en train de discuter au niveau de l'ISO, par exemple, de règles, de standards industriels, de nouveaux standards, de normes, qui vont s'appliquer à tous. Et si vous voulez être quelqu'un qui respecte les autres et être bien considéré dans votre métier, il faudra que vous les appliquiez. Donc derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle le Space Traffic Management, c'est-à-dire qu'il y a plein de... Donc par exemple, il y a aussi les RPO. Alors les RPO, c'est les opérations de proximité. Quand vous allez faire du servicing, par exemple, vous allez vous approcher d'un satellite, vous allez le refueler. Eh bien, vous allez le faire de certaines manières, avec une certaine capacité de delta V, une certaine précision. Tout ça va être normé. Et si vous n'êtes pas capable d'assurer cette précision, vous allez être considéré comme un paria. Et en tout cas, les États-Unis vous diront, vous ne viendrez pas sur mon marché. Moi, je travaille avec des gens responsables. Et ça, c'est toujours le problème du spatial. Quand vous avez un tel différentiel de pouvoir d'achat entre les pays, bah, celui qui est au bout du compte a le pouvoir d'achat le plus important, dicte un peu les règles. Donc aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, il y a des discussions internationales, mais évidemment, on se rend compte très très vite pour l'Europe, par exemple, un peu clair. Alors nous, la FRS, on vient de terminer la coordination d'un projet pour la Commission européenne sur le Space Traffic Management, ça vient de se terminer juste avant l'été. Donc c'est 18 mois de travail, avec à peu près 15 industriels européens, donc les grands industriels européens, et des centres de recherche, etc. Et nous coordonnions cet effort-là. Et ce travail sur lequel je ne peux pas vraiment communiquer parce que la Commission met l'embargo dessus parce qu'eux-mêmes ils utilisent les données. Mais ce travail-là, c'est un travail qui reposait sur deux pieds. Un pied technologique, donc des analyses technologiques sur tous les régimes orbitaux, pour toutes les manœuvres, etc. Et un pied juridique et politique. C'est-à-dire comment on accompagne ça, comment on fait la promotion. Et au bout du compte, ce que veut la Commission, c'est avoir des recommandations sur comment elle doit se comporter et négocier au plan international sur ce sujet. Donc il y a deux projets qui ont été lancés en parallèle, dont celui-là, SpaceWest, qui était le nôtre. Et il y a un autre projet qui s'appelle USTM, qui a été coordonné par GMB, qui est une entreprise espagnole. Et on a travaillé à l'aveugle sur ces deux projets. Mais c'est un truc qui est extrêmement stratégique au plan de l'avenir aussi de l'activité spatiale, de l'avenir industriel, etc. etc. C'est souvent le cas. Après, vous m'aviez parlé de... OneWeb dans le STM. OneWeb, c'est un acteur qui fait des constellations. Dans le STM, vous avez dit que c'était Starlink. Ah non, oui, alors le STM, non. Le STM, c'est le concept, c'est le contrôle du territoire spatial. Non, je disais simplement que ces trois sociétés ont coécrit un document. Dont OneWeb. Il y avait Iridium et... La question est, quels sont les pièges à compte dans le projet lunaire
Ah, de Musk. Ben, les pièges à con, c'est que déjà le transfert de Properpol en orbite à ces types d'échelle-là, personne ne l'a fait à ce stade. Le principe de transbordement d'équipage sur des orbites bizarres lunaires entre Orion et Spaceship et Starship, c'est un vrai problème. Après, il y a des gens qui me disent, mais même l'atterrissage d'un truc comme ça, qui est un truc, alors il faudra que vous regardiez sur Internet, mais c'est un truc très haut quand même, qui doit atterrir dans des conditions extrêmement précises, mais moi je ne m'avancerai pas, je ne suis pas un technicien d'atterrissage lunaire, mais tout ça, ça ajoute du flou au flou, quoi. Et finalement, quand vous regardez le programme, il y a des gens de la NASA, là, des anciens de la NASA, certains d'entre eux sont encore en activité apparemment, qui apparemment ont pris la parole récemment pour dire que leurs collègues de la NASA devraient resserrer un peu les boulons. Et surtout, c'était assez marrant, ils ont dit on a un problème aujourd'hui parce que les gens à la NASA, par service, ne se parlent pas entre eux. Et il faut rétablir la communication entre les services de la NASA en interne. Parce qu'ils estiment qu'avec un projet comme ça, justement, on ne parle plus de programme, mais on parle d'une espèce de concept. Alors, il y a des gens qui regardent certaines parties de l'atterrisseur, d'autres qui vont regarder certaines... Mais ces gens ne se parlent pas. Et apparemment, ça fait grand bruit aux États-Unis, apparemment, il y a des gens qui ont pris la parole, qui ne prenaient jamais la parole, pour dire qu'il faut siffler la fin de partie, quoi. Parce qu'ils ont un peu peur de l'échec, quand même, semble-t-il. C'est dans 2 ans. Oui, ben, c'était censément dans 2 ans, mais ça va pas le faire. Merci pour cette présentation. On a parlé beaucoup des satellites de communication, d'imagerie de résolution 1 mètre ou moins. Est-ce que vous pouvez nous renseigner sur les satellites d'imagerie infrarouge, la résolution infrarouge qui nous permettrait, avec le Transamicron 812, d'avoir des détections des points chauds pour éviter les feux de forêt plus rapidement? Alors écoutez, aujourd'hui, j'ai pas le chiffre de résolution de l'infrarouge. Alors je sais que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement actuel. Oui, tout à fait. Et qui est regardé. Alors quand même, vous prenez par exemple quelque chose comme Landsat 8, vous prenez quelque chose comme Sentinel-2, vous prenez quelque chose comme un satellite qui s'appelle Suomi de la NASA. Aujourd'hui, de plus en plus, on est capable d'extraire de ces satellites-là, en fonction de la longueur d'onde qu'ils utilisent, des informations sur les événements thermiques très précis. Et en croisant ces informations avec d'autres informations, vous arrivez à réduire, à géolocaliser de manière très... Mais je ne peux pas répondre exactement à votre question. Après, les efforts qui sont faits sur ce sujet, c'est d'abord des efforts militaires pour faire de l'alerte avancée, y compris sur des satellites, sur des missiles qui ne sortent pas de l'atmosphère, sur des missiles à forte portée. Les points chauds. Ouais, les points chauds. L'infrarouge n'est pas absorbé par les nuages et l'humidité, non? Ça dépend des longueurs d'onde. Bonjour, merci. Jean-Pierre Martin de la SAC. Bon, on va retourner sur la Lune peut-être 50 ans après Apollo. Bon, bravo. Justement, ma question, à qui appartient la Lune? À qui appartient Mars? Si on y va, si on va monter des bases, il va y avoir des problèmes juridiques. Je crois que les traités ont un peu changé. Non? Alors, merci. Alors non, aujourd'hui, les traités n'ont pas changé. La Lune appartient à tous, Mars aussi. Mais simplement, ce que je vous disais, c'est qu'on signe des accords en ce moment, effectivement, qui laissent entendre que dans certaines zones où les gens s'installeront, alors d'abord, on ne sait pas quel va être le modèle. Ça pourrait être un modèle du style ISS, où on met une installation partagée par tous les pays. Et un peu, les gens y vont comme des scientifiques, etc. C'est pas le modèle vers lequel on se dirige. On se dirige plutôt vers un modèle antarctique, avec, vous savez, on a identifié une 15aine ou 13 points possibles d'installation sur la Lune, en fonction de l'éclairement, tout ça est très précis. On ne peut pas s'installer dans beaucoup d'endroits sur la Lune. Et d'aucuns disent, en fait, la Lune, ça va être un truc compétitif. Parce qu'en fait, entre le choix de l'éclairement, le choix de la proximité de l'eau et de la glace lunaire, etc., enfin, tout ça, ça restreint beaucoup les choix d'emplacement. Et puis ensuite, pour y aller, vous avez des choke points, etc. Donc il y a des gens qui commencent à dire, la Lune, ça risque d'être un peu réduit. Alors par contre, Mars, on dit Mars, ce sera un truc coopératif, parce que Mars, on peut s'installer partout, c'est plus pour...
Après, pour l'instant, ça n'appartient à personne. Alors effectivement, il y a Musk qui a dit, mais j'en vois pendant 100 ans 10 000 vols de 100 personnes. Ça fera une colonie d'1 million de personnes sur Mars. Et là, il faudra qu'on fasse des vraies lois, parce que franchement, celle sur Terre, ça craint un peu. Bon, lui, c'est un libertarien quand même. Il faut bien voir que c'est quelqu'un qui n'aime pas voilà. Et tout ça, c'est quand même ok, ça fait partie du folklore, mais pour l'instant, il y a un principe de non-appropriation. Non, parce que je pensais surtout à la Lune, parce qu'il y a des minéraux intéressants sur la Lune, et il y a de l'hélium 3. Oui. Donc, on va se battre pour ramener ça sur Terre, peut-être. Mais vous savez, l'hélium 3, on en parle depuis... Oui. Alors, si vous parlez à des gens qui connaissent un peu ça, ils vous disent « Ouais, il y a de l'hélium 3, mais alors faudrait le régolithe, là, faudrait le moissonner. » Ça, c'est des usines. Enfin bon, on n'y est pas encore. Alors, peut-être vous avez raison, hein, dans les futurs lointains, on aura des usines à récolte d'hélium 3. Mais bon, il semblerait que ce soit pas pour l'instant. Alors, c'est ce qu'on appelle l'exploitation des ressources extraterrestres. Alors ça, c'est quand même un truc qui sert de teaser aussi pour justifier aussi le programme et pour stimuler l'investissement privé. Mais bon, effectivement, il y en a qui rêvent d'un astéroïde de diamant aussi, hein, si vous voulez. J'ai déjà vu ça. Alors, donc il y a vraiment. Mais bon, pour l'instant, le traité de 67 dit non-appropriation. Donc il est toujours valable. Et il est toujours valable. Ah bah c'est un gros sujet de controverse aujourd'hui, mais il est toujours valable. Oui, bonjour. Concernant la fin de vie des satellites, est-ce que les normes FAA que vous avez citées tout à l'heure s'appliquent déjà aux 400 000 et quelques satellites de Starlink? C'est en passe d'être adopté en fait. Oui, mais ceux qui sont envoyés... Mais Starlink dit, moi je fais mieux que ça. Comment? Starlink dit, je fais mieux que ça, parce qu'eux ils sont à des orbites très basses. Oui, alors c'est ma deuxième question, c'est le Pentagone n'envisageant pas de faire... de gérer le moindre conflit sans espace, comment expliquez-vous qu'ils admettent que la sécurité anti-collision de ces satellites soit faite par une boîte privée sans aucune transparence avec eux? Alors, pour l'instant, seulement la NASA a signé pour un certain nombre de ses satellites ce mémorandum understanding avec SpaceX. Le Pentagone n'a rien signé. Et aujourd'hui, le vrai truc, c'est, pour le Pentagone, c'est d'abord une maîtrise qu'ils appellent le Space Domain Awareness, c'est-à-dire une maîtrise de la connaissance des orbites avec leur réseau de capteurs, etc. Et aujourd'hui, le Pentagone met le paquet sur la connaissance de l'environnement spatial. Ça veut dire non seulement la détection des petits objets, mais la caractérisation de ces objets, etc. etc. Et donc, aujourd'hui, le Pentagone ne laissera pas à SpaceX le soin donc, à 500 km, il n'y a pas pour l'instant de problème particulier qui se posera. J'imagine qu'à chaque fois, pour le coup, la SpaceX devra se soumettre à une certaine règle. En particulier, ce qui gêne les concurrents le plus, c'est l'opacité du système de SpaceX. En fait, le satellite, semble-t-il, analyse en permanence son environnement, communique, il y a du crosslink maintenant entre les satellites, analyse son environnement, prévoit des collisions éventuelles, y compris avec des objets qui sont injectés dans son processus, des objets qui viennent de l'observation du réseau au sol. Donc les Américains voient des objets jusqu'à 10 cm désormais. Et donc ce satellite en permanence analyse sa probabilité de vie, sa probabilité de collision avec un certain délai à l'avance, analyse tout seul la manœuvre à faire, et maintenant, semble-t-il, à ce stade, transmet encore cette idée de manœuvre au sol. Et la plupart du temps, le sol ne fait rien et laisse au satellite le soin de faire. Et ils n'ont pas la main sur la manœuvre du satellite, donc il peut se passer un certain temps entre la détection et la mise en œuvre de l'ordre Sur la manœuvre de l'autre satellite, vous voulez dire? Non, mais ça pose tout un tas de questions. Mais aujourd'hui, la NASA, c'est ça qui est frappant, a délégué à SpaceX, pour un certain nombre, je crois que c'est pour le A-Train, pour un certain nombre de satellites, SpaceX dit ne vous occupez de rien, c'est moi qui je gère tout. Et aujourd'hui, SpaceX dit mais en fait nous sommes les plus, quand vous comparez avec tous les autres opérateurs, nous sommes les normes, les exigences que nous nous sommes imposées
sont bien supérieures à celles que se sont imposées tous les autres. Et ça, premièrement, il faut qu'ils le démontrent. Et deuxièmement, c'est pas eux qui ont la responsabilité. Non, parce qu'au bout du compte, c'est l'État qui reste responsable au regard de l'Union internationale. C'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que la NASA, en tant que représentant de l'État, quand même, délègue. Non, mais c'est bien simple, la question, le cœur de la dynamique américaine aujourd'hui, c'est qu'on délègue à un acteur privé un intérêt général, quoi. Non, mais... Si vous permettez, j'ai une deuxième question sur le... Je vais vous donner le micro. La question sur le mécanisme, les trois je sais pas comment, activités, oui. Et en particulier la VEF, là, donc vous dites que le Pentagone maintenant de plus en plus utilise des services des services qui sont déjà le produit de traitement par des algorithmes. La NGA, par exemple. Le Pentagone, il a besoin de quoi? Il a besoin d'informations d'abord qui sont fiables, et ça, s'il ne maîtrise pas les algorithmes, je suppose qu'on ne lui donne pas, je ne vois pas comment il peut en vérifier la fiabilité, et puis aussi des données exclusives. Or, ces données, on voit bien qu'elles ne sont pas exclusives. Donc, comment ce business peut fonctionner? J'ai du mal à comprendre. En fait, c'est une stratégie de riches qui peut le plus, peut le moins. Ils achètent tout ce qu'il y a. Ils benchmarkent avec leurs propres moyens parce qu'ils ont des moyens qui leur restent quand même propres, sur lesquels ils restent propriétaires. Mais évidemment, quand vous avez 5 satellites optiques en orbite et que vous avez d'un autre côté une boîte qui va développer 60 satellites à 1 mètre, une autre qui va développer 150 satellites à 1 mètre, des étrangers qui sont plutôt des étrangers de confiance qui vont vous ajouter. Mais en fait, vous allez les acheter quand même. Et parce que vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de résolution optique, ou radar, géométrique. Vous avez besoin de résolution spectrale. Et de plus en plus, vous avez besoin de résolution temporelle. Et la résolution temporelle, vous allez reposer sur ces externalités commerciales. Après, ça ne veut pas dire que... Vous savez, aujourd'hui, tous les États, ils ont 3 cercles. Tous les ministères fonctionnent de la même façon. En France, c'est la même chose. Il y a le cercle central, c'est les systèmes dont vous êtes propriétaire de A à Z, systèmes patrimoniaux qui font le cœur des missions militaires. Et là, vous ne trouvez pas sur le marché, ça n'existe pas. De toute façon, il n'y a que vous qui sachiez. Donc ça, c'est vos satellites d'observation, de télécom durs, etc., etc. Après, vous avez un deuxième cercle, c'est les acteurs de confiance. C'est-à-dire que là, vous allez vers des grands industriels avec qui vous avez l'habitude de travailler, mais qui développent leurs propres moyens, qui sont suffisamment bons pour que ce soit intéressant pour vous. Et puis maintenant, de plus en plus, vous avez un troisième cercle, qui est le cercle purement commercial, où là, vous agissez juste, vous vous comportez en tant que client, vous regardez ce qu'il y a et vous achetez en plus. C'est une stratégie de riche, parce qu'il faut de l'argent pour faire ces 3 choses-là. Aux États-Unis, ils ont l'argent de le faire. Et donc, en réalité, ça les intéresse même d'avoir du 3,50 m. Ce qu'ils veulent, c'est une omniscience, omniprésence, omnipotence. C'est avoir de l'info tout le temps, partout. Multisource. Multisource. Après, évidemment, vous avez raison, il faut être capable de benchmarker, de référencer, de dire, là on essaye de m'induire en erreur, ou ça c'est faux, ou ça c'est du fake, etc. Mais ça, ils le font. Et c'est l'NGA qui fait ça. Qui peuvent avoir des financements chinois, par exemple. Pardon? Ces boîtes privées qui leur fournissent. Ah ben c'est très très... C'est avoir des capitaux chinois. Ah oui, mais vous savez, c'est très regardé ça quand même. À ce propos de financement chinois, aujourd'hui il y a une boîte chinoise qui s'appelle Shuanghuo. Elle a 40 satellites en orbite qui font du 1 mètre de résolution. D'ici 5 ans, elle en aura 130 ou 140 à 1 mètre de résolution. Ils vendent ça quasiment rien de kilomètre carré. Vous tasquez le satellite, vous avez l'image dans les 72 heures. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez avoir. Et ça va vers du 40 cm maintenant. Tout ça, ça arrive. Alors, je ne dis pas que le Pentagone va acheter des satellites chinois, mais d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, c'est pour ça que je vous disais, le centre de gravité, il passe du hardware qui est en orbite au downstream, qui est après le hardware et qui est le traitement. Et c'est là où ça se joue en termes de protection de l'information, d'intégrité de l'information, de maîtrise de la qualité de l'information. C'est là-dessus qu'ils mettent le paquet. Et donc c'est aussi, du coup, des manœuvres militaires dans le cyber, c'est beaucoup de choses. Selon moi.
Je me posais une petite question sur les acteurs privés. Si j'ai bien compris, enfin, vous rappeliez tout à l'heure la cadence de tir des dragons qui est très 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 importante pour minimiser les prix également. Des Falcons. Voilà, des Falcons, pardon. Et je me posais la question de ces acteurs qui compactent les chaînes de production au plus proche du site de lancement. Est-ce que c'est une caractéristique selon vous également du New Space? Et la question qu'il y a derrière, c'est si des acteurs privés font ça pour minimiser les prix, est-ce que c'est un critère déterminant? Et dans ce cas-là, comment les acteurs non privés peuvent ou non faire la même chose? Il semblerait, si on regarde SpaceX aujourd'hui, mais après il y a eu beaucoup d'études là-dessus, je pense que Leclerc en a fait plein, etc. Ils verticalisent tout, c'est-à-dire qu'ils font tout chez eux. Mais c'est comme Tesla. Hein. Tesla, ils font les pare-soleil chez eux, parce que Musk a dit c'est très bien d'avoir des boîtes qui font des pare-soleil, mais d'abord, c'est pas les pare-soleil que j'aime. C'est un coût transactionnel énorme, parce qu'il faut que je passe, j'ai des multiples réunions, après il faut du transport, etc. Donc je coupe. Alors, c'est le contraire de la philosophie industrielle classique. La philosophie industrielle classique, c'était un intégrateur avec tout un tas de sous-traitants, un tissu de sous-traitants qui savent faire, etc. Lui, il a pris l'exact inverse. Alors, on a été très sceptiques en disant mais c'est un modèle industriel qui tiendra pas. Puis là, il s'avère que on est en train de se dire que le prix de revient d'un Falcon, je ne vais pas citer de chiffres, mais apparemment c'est très très bas maintenant. Donc on se dit mais bon, alors c'est peut-être quelque chose qui marche finalement. Donc ça révolutionne un peu le truc. Hein. Après, si vous prenez l'exemple de Boeing, c'est l'inverse. Boeing, c'est l'histoire d'un... Là, il faut sauver le soldat Boeing en ce moment aux États-Unis. Boeing, c'est une catastrophe. Boeing, ça a plombé toute la politique spatiale américaine et la politique aéronautique d'ailleurs. Entre le 777, je sais plus, 737 MAX, je crois. Ils n'ont pas pu faire des offres retenables. Ils n'arrivaient plus à répondre aux appels d'offres. Et Boeing, c'est typique de la société. Ils ont eu 4 milliards et quelques pour faire le CTS-100, la Starliner, le concurrent du Crew Dragon. Il n'a toujours pas volé. Dans ce temps-là, Musk a eu 2 fois moins d'argent. Il en est à son 12e vol. Donc il y a un vrai sujet. Et effectivement, on a opposé les modèles industriels en disant, voilà, Boeing, c'est l'ancien modèle qui marche plus. Alors en plus, c'était des cost-plus contracts, c'est-à-dire que Boeing disait, non, j'ai pas assez d'argent, on rajoutait. Alors que les contrats de spécie, c'est des fixed costs. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà l'enveloppe, tu te débrouilles là-dedans. Tu n'auras pas un plus. Donc tout ça, je ne suis pas en train de raconter un conte de fées, c'est vraiment pas ce que je veux dire, parce qu'il y a plein sans doute de zones d'ombre qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai qu'en termes de communication aux États-Unis en ce moment, oui, la NASA a du coup été obligée quasiment de faire appel à SpaceX, parce que si elle ne le faisait pas, elle disait, mais vous dilapidez l'argent du contribuable américain. Vous donnez ça à des boîtes qui font une table en formica pour 5 millions de dollars, donc c'est pas tout ça. Alors il y a une question là, on a 5 minutes, on aura peut-être le temps d'une autre question, mais pas plus malheureusement après, je vous laisse le micro. On a parlé récemment du rôle des satellites de Musk au-dessus du territoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça pose comme question dans les rapports entre privé, gouvernement, etc. Et est-ce vrai d'abord? Oui, il semble que ce soit vrai, parce qu'en fait, les Russes ont détruit les modems du satellite Viasat, qui était le satellite KASAT de Telsat en réalité, qui avait été revendu. Et il se trouve que le gouvernement ukrainien utilisait ce satellite qui permettait de faire des liaisons bijectives pour l'Internet, en géo, etc. Et ils ont détruit vraiment par un virus tous ces modems. Et donc Musk est arrivé en disant, mais pas de problème, moi je peux vous... Alors je crois qu'il a, dans un premier temps, il a donné 5000 récepteurs, antennes, etc., avec le système. Il y a eu un petit blitz, je crois, au départ, parce que ça ne marchait pas, et en fait, c'était lié au fait, semble-t-il, que il y avait des problèmes GPS, parce que quand vous achetez un modem, vous devez l'utiliser à l'endroit où vous l'avez acheté, donc il fallait juste déverrouiller ça, mais ça fonctionnait. Et du coup, ça pose... Alors moi, ce que je pense, après je ne suis pas dans le truc, et là, pour le coup, Musk travaille pas tout seul là-dessus, et qu'il y a nécessairement un dialogue avec le gouvernement américain pour faire en sorte que vous rétablissez une capacité de communication gouvernementale vis-à-vis de votre allié. Alors Musk peut avoir des grandes idées généreuses, mais je pense que il y a des choses qui se font. J'ai pas vu que les autorités américaines s'étaient annoncées, s'étaient dites surprises par ça, etc. Donc, il faut toujours. Moi, je suis très très sceptique dès qu'on parle, si vous voulez. Le privé a beaucoup
capacité à entraîner, mais tout ça reste quand même très très encadré par les États. À mon sens. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, nous avons le petit cocktail après où on pourra continuer les discussions. Je pose la question au cas où il y aurait une dernière question, sinon, une question courte. Une petite question courte. Voilà. Je veux dire, sur le débarquement sur la Lune, est-ce que d'autres sites sont envisagés que le pôle Sud? Est-ce que d'autres puissances? D'autres lieux de débarquement autres que le pôle Sud lunaire sont envisagés? Alors, j'ai pas regardé ça récemment. Apparemment, la NASA a sorti un document récent avec 13 possibilités de lieux. Et en fait, c'est quand même ma proximité, me semble-t-il, du pôle sud lunaire, pour le coup. J'ai pas vu d'autres lieux envisagés à ce stade. Non. Les Chinois aussi. Les Chinois envisagent à peu près les mêmes lieux, oui. Parce que nous, on n'a pas dit, mais les Chinois, ils ont un projet de base lunaire internationale, c'est ouvert à la coopération, d'ailleurs. Nous allons peut-être conclure. Dernière. Oui, non, mais justement, j'en profite pour dire merci aux étudiants qui sont là. On est heureux d'accueillir aussi des étudiants. Et venez nombreux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que par définition le secteur privé est plus compétitif parce que c'est un lucratif forcément que le secteur public, qu'il n'est pas voué à prendre le dessus à tous les niveaux, donc dans le secteur spatial, parce que comme on a vu aux États-Unis avec l'Égypte, on n'est pas. Ouais, est-ce que en Europe, en France, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas. Ce secteur n'est pas voué à prendre le dessus partout, de par sa. Oui, je dirais sa compétitivité par définition. En fait, si vous voulez, tout est question de ce que vous avez comme définition du secteur privé. Quand la NASA passe une commande à Boeing, c'est le secteur privé. Alors, ok, vous pouvez dire c'est un arsenal, etc. Mais ça reste un industriel privé. En fait, tout ce que j'ai essayé de dire là, c'est que cette différence publique-privée, elle est très brouillée aujourd'hui. Il y a une zone de gris qui est énorme. Et en fait, moi, je n'opposerai pas les deux tant que ça. Alors vous avez, ok, je comprends votre question qui est de dire, puisqu'ils sont dans le monde de la compétition, ils vont tirer les coups, etc. En même temps, le spatial, c'est pas un marché comme un autre. C'est pas faire des télévisions, c'est pas vendre des petits pains. C'est faire des systèmes qui sont alimentés par l'argent public. Donc c'est un marché très particulier. Vous voyez, moi, je me rappelle toujours d'un truc, et puis je terminerai là-dessus. Lors d'une mission au Japon, il y a très longtemps, on parlait de commercialisation de l'espace, avec des interlocuteurs japonais dans des ministères, etc. Le secteur commercial, on utilisait ça. Et à chaque fois, on voyait nos interlocuteurs très polis, n'osaient pas nous interrompre, qui étaient un peu sceptiques. On voyait qu'il y avait un truc qui les gênait. Et puis un jour, il y en a un qui n'y tient plus et qui, après 12 courbettes, nous dit mais en fait, vous entendez quoi par secteur commercial? Donc on explique les sociétés privées qui font de l'espace. Et elles nous disent parce que nous, pour nous, le commercial, on ne peut pas parler de commercial à moins d'1 million d'unités vendues. Et j'ai toujours retenu ça parce que ça, c'est du secteur privé qui est dans le compétitif. Oui. Après, quand on fait des choses à l'unité et des choses qui sont commanditées essentiellement par un monopsone, qui est le monopsone étatique, vous n'êtes pas dans le secteur privé en réalité. Vous êtes dans une relation particulière, etc. Alors Musk, c'est vrai que lui, son marché aujourd'hui à Musk, y compris pour Starlink, c'est d'abord essayer de capter des grands marchés étatiques. Aujourd'hui, son système Starlink, il est pas, sa rentabilité n'est pas garantie par les seuls abonnements qu'il a eu, loin de là. Par contre, s'ils arrivent à s'appuyer suffisamment longtemps sur de l'injection d'argent public qui amorce la pompe, et qu'ils arrivent à créer un business model, et ça, pour le coup, c'est intéressant de voir aujourd'hui comment se comportent les acteurs du cloud, etc., qui commencent à regarder ces systèmes-là avec intérêt. Alors là, pour le coup, il y a Amazon, ils ont des clients premium. C'est pas pour rien que Bezos, il veut sa constellation Kuiper, parce que c'est le premier acteur du cloud. Et aujourd'hui, on l'a vu, et le confinement a d'ailleurs renforcé ça, le cloud est un truc qui a pris une vitesse extraordinaire. Et là, créer de la connectivité par satellite, voire, il y a certains projets qui disent mettre du cloud en orbite, etc., ça commence à faire sens, juste commercialement.
Mais pour l'instant, on en est loin, on n'est pas encore là, à mon sens. On va peut-être conclure là-dessus. Merci Monsieur Pasco, merci pour